fidélité. Cette présentation aura deux parties. Je vous invite à ne pas interrompre le flux de la présentation parce que la deuxième partie est vraiment le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, vraiment ce qui nous intéresse, qui est la partie un peu financière de Microsoft Azure, tandis que la première partie est la présentation de la solution. Vous aurez, comme à notre habitude, une séance de questions-réponses à micro ouvert en fin de présentation pour toutes vos questions. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon collègue Alphonse, si c'est bon pour lui. Oui, c'est bon pour moi. Ok, je coupe mon micro. Merci, Alphonse. Ok. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette énième séance webinaire que nous avons commencé à organiser depuis peu. C'est intéressant aussi de pouvoir maintenant engager avec vous une série de sessions Azure, plus ou moins, qui sera vraiment graduelle en fait. Graduelle dans la mesure où nous allons commencer par déjà les bases qui concernent la partie licensing et les produits phares. Et par la suite, certains des intervenants pour des webinaires à venir pourront vous donner d'autres thématiques beaucoup plus attrayantes qui cadrent aussi avec vos besoins business. Ok, Jean-Philippe l'a déjà signifié, je suis Alphonse Umbo, je couvre la Côte d'Ivoire et pays environnants. Et je travaille sur tout ce qui est business cloud et on-premises aussi. Et donc, d'entrée de jeu, nous allons voir déjà au niveau de l'agenda, comme Jean-Philippe l'a si bien signifié, il y aura une partie qui sera une partie explicative qui va concerner la partie licensing Microsoft, qui va concerner aussi le licensing et la généralité des Azure. Il y aura une partie beaucoup plus démonstrative qui va concerner la partie le calculateur démo, qui va toucher un peu aussi de la machine virtuelle et son calculateur, et une partie démonstration proprement dite sur comment nous provisionnons une machine virtuelle. L'intérêt est tout là. Pourquoi on va reconsidérer dans nos choix d'aller maintenant sur Azure, machine virtuelle, au détriment de penser à pouvoir peut-être implémenter un serveur, le provisionner, et ainsi de suite. Donc, c'est en fait ça l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Donc, d'entrée de jeu, nous allons voir le licensing Microsoft. Le licensing Microsoft est assez complexe. Et votre rôle, justement, c'est de ne pas le maîtriser. Nous sommes faits pour ça. Et c'est à ça que c'est un partenaire qui se dit partenaire qui accompagne des entités. Et dans ce licensing-là, nous, on l'a simplifié de cette façon-là que vous voyez sur l'écran. OK? Vous voyez 3 colonnes sur cet écran-là. Et ces 3 colonnes représentent en fait tout le licensing que vous voyez ça et là. La première colonne, c'est le contrat. Comprenez par contrat le panier. Par analogie, c'est un panier dans lequel vous faites vos provisions. Et c'est ce contrat-là dans lequel il va avoir une spécification, par exemple, sur la durée. Il va avoir une spécification sur certains droits. Okay? Il va avoir une spécification sur le type de produit. Okay? Et quand nous quittons dans le contrat, déjà, vous voyez que dans le contrat, il est listé pas mal de bons nombres de contrats que vous avez eu plus ou moins eu à être confronté au quotidien. Il y a le FPP. Le FPP, comprenez que c'est tout ce que Microsoft a de produits en version individuelle ou en version familiale. Très souvent, c'est les produits en CD. Okay? Les éditions personnelles, éditions individuelles, et ainsi de suite. Il y a des types de contrats OV ou Open, qui sont des contrats qui passent par un partenaire, okay? Qu'on appelle des contrats indirects. Et puis, il y a des types de contrats de la forme EA, que Microsoft considère comme des contrats à partir d'un certain seuil d'utilisateurs, les 250 utilisateurs. Normalement, quand on a 250 utilisateurs, ce contrat est avantageux pour vous, pour la simple raison que le niveau de prix est différent des autres. Et quand nous venons dans la partie solution, c'est toutes les solutions Microsoft que vous connaissez. Okay? Toutes les solutions Microsoft que vous connaissez, certaines ont des spécificités, certains contrats nécessitent certains autres produits. Mais ça ne fait pas vraiment l'objet en fait de ce webinaire. C'est des trucs qu'on pourra développer vraiment avec vous. Okay? Mais dans les solutions, on a les solutions
Azure, Microsoft 365, SQL, Windows 10, Project, et j'en passe, Exchange Server et tout ça. Et puis, il y a le mode. Okay? Le mode ici, nous mettons dans mode la manière dont vous attaquez en fait le produit. Est-ce que c'est un produit que vous le prenez sur vos installations en hybride, de façon on-premise, en local, c'est-à-dire un Windows Server, un Exchange Server, ou un Office 2016 standard par exemple, ou bien est-ce que c'est un produit cloud, en l'occurrence un Microsoft 365, un produit Azure par exemple, ok, ou bien est-ce que c'est un produit où on va réfléchir à l'implémenter en hybride. Ça pourra être aussi en hybride, un Exchange Server, par exemple, qui est couplé avec un Exchange Online d'Office 365, par exemple, ou bien Azure qu'on va coupler avec notre infrastructure en local ici. Donc, voici en un mot les 3 briques que vous trouvez dans le licensing de Microsoft. Et ces 3 briques-là ont un modèle d'achat particulier, ok, que je voudrais aussi vous faire connaître. C'est ce que j'avais listé là. Soit là, on procède par achat ou par location. OK? Certains produits sont dits par achat parce que ces produits-là, à la fin de l'utilisation, demeurent neutres. C'est-à-dire que je prends un Open, j'utilise mes licences Open, 2 ans d'utilisation. Quand je finis d'utiliser les licences Open, je me retrouve à la fin à un produit qui m'appartient et un produit qui n'a pas besoin de mise à jour et tout le contrat s'arrête là, par exemple. Quand je prends un produit location, c'est un produit que j'utilise suivant son utilisation et que je renouvelle suivant une période de temps définie. Ça peut être par mois, ça peut être par année, ça peut être chaque 3 ans. Ça variera. OK? Et donc, en définitive, voilà ce que je mets dans le licensing de façon globale. 3 manières d'acquérir les licences chez Microsoft. Un achat en 1 fois, un achat en 3 fois et de la location. OK? Il y a des compléments où ce qu'on va appeler la software assurance qui va disparaître ou qui a commencé à disparaître depuis cette fiscale-là, qui se rattache systématiquement à certains produits ou à certains contrats, OK, qui permettent souvent, suivant les capacités qu'on veut déployer, de pouvoir donner des capacités avancées à certaines solutions, par exemple du SQL, ainsi de suite. Donc, ce software assurance-là est rattaché à certains contrats, ok? Et donc, c'est ce que nous pouvons voir dans un premier temps concernant le licensing Microsoft et son mode d'achat concernant les différents produits. Donc, je pense que à ce stade-là, nous pouvons peut-être maintenant rentrer dans nos vifs du sujet. Pourquoi nous l'avons fait ainsi? Parce que Azure fait forcément partie de l'ensemble des produits Microsoft. Et Azure a son licensing un peu particulier. Mais avant de déjà toucher au licensing Azure, on va plutôt nous intéresser à c'est quoi Azure? Quelles sont les généralités que nous pouvons mettre déjà au niveau d'Azure pour pouvoir par la suite suivre une logique explicative des points que nous avons initiés dans nos différents agendas. Les généralités, je sais que quand nous parlons d'Azure, nous faisons allusion à tout ce qui est cloud, à tout ce qui est des ressources à distance que nous accédons par le canal d'un web, d'un navigateur web et via Internet. En pêle-mêle, c'est ça Azure. Ce n'est pas que Azure qui fait ça. Okay? On a des solutions que nous utilisons au quotidien qui utilisent ce même modèle de fonctionnement. Et ça, c'est tout ce qu'il y a derrière la nature de ce qu'on va appeler le cloud. Okay? Le cloud computing. C'est la capacité de pouvoir accéder à des applications, à des ressources par l'intermédiaire d'Internet et de pouvoir avoir à disposition ces ressources-là pour une période de temps en fonction de la nature de notre activité. C'est réellement le concept derrière le cloud computing. Mais nous, avec Azure, on va vous le présenter de façon plus détaillée et plus illustrative. Prenons l'exemple d'une pizzeria. Okay? Plus ou moins ici, nous connaissons les pizzas. Okay? Nous savons que les pizzas,
ont plusieurs méthodes. Nous avons plusieurs méthodes de pouvoir consommer ces pizzas-là. Quand on a la technicité, on est un chef cuisinier, on a tendance à pouvoir le faire soi-même. Okay? Le faire soi-même va nécessiter quoi? Va nécessiter que chaque ingrédient de la pizza va être, nous allons les acheter et nous allons concocter notre pizza de bout en bout, suivant les différentes étapes de la fabrication de cette pizza-là. OK? Et à quoi ça ressemble réellement? Ça ressemble à notre situation de on-premise qu'on a au niveau de notre infrastructure. On prend nos serveurs, on prend nos câbles, on fait notre réseau à nous-mêmes, on installe nos Windows serveurs, on met nos applications, on met la couche de sécurité, on met tout ce qu'on veut mettre. OK? On le fait de bout en bout jusqu'à la fin. On est maître de cette infrastructure-là, on se repose comme on peut. On dépend aussi du délai d'exécution aussi de cela. Un élément manquant, on est obligé de l'attendre. Un élément défaillant, on est obligé de le remplacer et tout ça. Ce sont réellement l'analogie entre le on-premises et une pizza qui est faite maison. On a une pizza qu'on sait pouvoir acheter, ok, les différents grands éléments, comme la pâte déjà faite, la sauce ketchup, les différents produits qu'on met au-dessus, comme la mozzarella et autres, et le fromage, et venir le cuire seulement à la maison, ok, et faire la table et la manger. Avec cette méthode-là, on gagne un peu plus de temps, parce qu'on ne s'intéresse plus à comment la pâte a été faite, mais on s'intéresse juste à pouvoir la mettre au four et la rendre consommable automatiquement. Donc, à cette étape-là, nous ressemblons un peu plus dans notre infrastructure à ce qu'on va appeler chez Azure infrastructure comme service, qu'on aura le temps de beaucoup éplucher durant ce webinaire-là. Et la troisième partie, c'est une pizza qu'on nous délivre, soit par un service de livraison, qui va ressembler à une plateforme as a service. Une plateforme as a service, c'est-à-dire Azure aussi sait se comporter sous cet angle-là, en nous mettant des solutions quasi prêtes, ok, et qui nous épargnent un certain nombre de charges de travail qu'on devait mettre en œuvre nous-mêmes. Et puis, il y a la dernière partie où on consomme la pizza à la pizzeria, où nous venons, nous nous asseyons, nous passons commande, nous recevons notre pizza, nous la consommons et nous partons. C'est des solutions déjà toutes faites. Vous l'utilisez pour certains d'entre vous. C'est par exemple la solution Office 365 qui tourne en solution comme service. Tout est déjà implémenté. Vous activez votre service, vous la déployez uniquement sur votre machine et vous commencez à travailler. OK? Donc, c'est Azure dans l'esprit d'une pizzeria. Et quand nous revenons aussi à tout ce que nous avons expliqué là, dans le contexte même de Azure, on va voir qu'il y a le on-premises où vous voyez toutes les cailles sont bleues. Vous remarquerez que en légende, tout ce qu'on met en bleu, c'est ce que vous gérez. Et tout ce qui est en vert, c'est ce que le fournisseur de service gère. Okay? Infrastructure comme service, vous allez gérer la couche application, la couche des données, le runtime, le middleware, le OS. Et les autres parties seront gérées, en plus de la sécurité, seront gérées par le fournisseur. La plateforme aussi, vous allez gérer que 2 couches. Et le software as a service, vous allez gérer, le fournisseur va gérer toutes les différentes couches. Vous le prenez et vous le consommez automatiquement. Il y a un intérêt dans ces différents schémas-là, en fonction des différents besoins, en fonction des différentes problématiques auxquelles vous êtes liés. Chacun cadre avec un besoin spécifique. Okay? Et donc, c'est des choses qu'on pourra davantage développer avec vous en fonction de vos différents besoins et de vos enjeux. Ce qui nous réunit aujourd'hui ici, nous allons décortiquer un pan de infrastructure comme service. Voilà pourquoi vous le voyez encadré en rouge. Certainement qu'à l'avenir, certains autres aspects des différentes autres couches seront développés. Quand nous prenons le plan que nous allons utiliser, ce plan-là prend en compte aussi certains aspects. Okay? Mais retenez ici que Azure a plusieurs services, environ 200 services qui tournent sur Azure aujourd'hui. Et ces différents services-là ont des services phares. Quand on dit phares, c'est des services qu'on utilise très souvent au quotidien. Toute entité, PME,
pour une situation de gain en économie de coûts et tout ça, sont portés vers certains services et des services usuels. Et ces services usuels-là sont des services que nous avons représentés ici, au niveau de compute, au niveau des data services, au niveau d'application services et de networking. Okay. Et donc, ces différents services-là sont ce que nous entendons au quotidien quand nous avons des interactions avec vous comme clients. Ce que aussi Microsoft ramène aussi en termes de données, insights par rapport aux demandes du marché. Et c'est sur la base de ça réellement que nous aussi savons vous accompagner principalement et aussi en extension sur d'autres services beaucoup plus pointus qui demandent vraiment une grande expertise. Et donc, j'explique ici par la suite que les compute services, c'est des services dans lesquels, par exemple, vous verrez des machines virtuelles. Quel est l'intérêt d'une machine virtuelle? Elles sont multiples. Vous pouvez déployer des machines virtuelles. Dans Azure, vous pouvez gérer des machines virtuelles. Vous pouvez créer vos sites web. Vous pouvez migrer vos sites web. Vous pouvez déployer des applications pour la rendre hautement disponible. Par exemple, j'ai mon Sage, peut-être qui tourne sur un Windows Server 2008 qui n'est plus peut-être supporté. Je peine à pouvoir me mettre dans une problématique de pouvoir aller sur du 2019 qui va consister à peut-être prendre aussi un nouveau serveur physique. Comment je m'apprête par rapport à ça? Est-ce que pour rendre ça hautement disponible, je ne peux pas réfléchir à une problématique de type machine virtuelle qui héberge peut-être mon application Sage, par exemple. C'est un cas parmi tant d'autres. Okay? Et vous pouvez créer, déployer vos applications ou stocker des données. Okay? Stocker des données en cas d'incident de diverses natures, naturelles, politiques, sociales et autres. Comment je récupère cette donnée-là que j'avais stockée là-bas. Ça, c'est ce qu'on voit dans le compute service. Network service, on sait pouvoir aujourd'hui sécuriser nos réseaux, créer des VPN qui vont vous permettre de pouvoir travailler en toute sécurité. Vu la recrudescence de la cybercriminalité et des cyberhackers, tout ce qui est ransomware, tout ce qui est data leakage, les données qui peuvent être volées, un tiers qui peut accéder à vos différentes données et tout ça. Donc, on sait pouvoir gérer tout ça aujourd'hui avec Azure au travers de Network Service. Data Service, il y a la gestion des données aussi, il y a l'analyse des données qui devient de plus en plus important dans nos différentes entités. Comment tirer profit de cette masse de données que nous disposons? Avons-nous la capacité, avec les instruments que nous utilisons actuellement, de pouvoir mettre à profit l'analyse de ces données-là? Est-ce que ça ne va pas nécessiter un coût supplémentaire très important? C'est cette étude-là que, par exemple, Azure peut vous aider à solutionner. Et voilà, et HD Insight aussi, qui est dans la même veine que tout ce qui était analyse de données et big data. Il y a le cache, la sauvegarde et la récupération. C'est des points aussi qui sont très utiles en fonction de leurs différentes définitions que vous voyez là sur l'écran, qui pourront vraiment vous aider au quotidien à pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez comme projet. Okay? Il y a les applications services on va vraiment survoler. Et ainsi dit, voilà les services que nous avons sélectionnés qui sont un peu plus demandés au quotidien par certaines PME en fonction de la nature de leur activité, en fonction des projets spécifiques sur lesquels ils travaillent et aussi en fonction de leurs besoins. Maintenant que nous avons touché un peu à la généralité d'Azure, nous retenons que dans le licensing d'Azure, ou du moins dans la généralité d'Azure, nous avons signifié qu'il y a plusieurs briques. Il y a ce qu'on va appeler l'infrastructure comme service, il y a ce qu'on va appeler la plateforme comme service, et il y a ce qu'on va appeler la solution comme service. On a dit dans l'infrastructure comme service, une très grande partie, sinon la moitié, presque plus de la moitié des différentes couches qui composent cette partie-là sont gérées par l'éditeur et vous avez une partie que vous gérez. Dans la plateforme as a service, quasiment tout est géré par les fournisseurs et il y a 2 ou 3 couches que vous gérez. Et solution comme service, tout est géré par le fournisseur.
c'est une solution prête à emploi. Quand vous la prenez, vous pouvez déjà commencer à la consommer. Donc, c'est les 3 différentes parties que nous avons qui composent Azure, essentiellement qui composent Azure, qui peuvent être l'objet de vos intérêts en fonction de ce que vous voulez implémenter. Maintenant que nous avons touché à la généralité, parlons un peu du licensing. Comment se vend Azure ou comment s'achète Azure. Azure a plusieurs méthodes ou a plusieurs manières de se faire acheter. Okay? Il y a ce qu'on va appeler le pay-as-you-go, il y a le monetary commitment, il y a Azure sous CSP, et puis il y a commit to the software and service. C'est des points que nous allons expliquer tout au long des différents slides. Dans le pay-as-you-go, vous payez ce que vous utilisez, ou du moins vous êtes facturé en fonction de l'utilisation que vous êtes en train de faire. Okay? Très souvent, ce modèle-là, c'est pour certaines personnes qui utilisent le carte bancaire pour pouvoir accéder à certains services Azure. Okay? C'est une bonne méthode, mais cette méthode comporte aussi certains désavantages. Certains désavantages dans la mesure où, par exemple, il faut être à mesure de pouvoir calibrer effectivement sa consommation, qu'on est facturé automatiquement suivant le service qu'on consomme. Okay? Parce que vous pouvez arriver à des situations où la carte de crédit n'a plus de crédit et tout ça. C'est des problématiques auxquelles vous pouvez être confronté. Okay? Le monetary commitment, c'est un modèle dans lequel on se dit qu'on ne sait pas réellement ce qu'on va faire avec le service Azure, mais on sait qu'on aura besoin d'Azure. Okay? Et donc, on le trouve très souvent dans les contrats cadres entreprises, les contrats EA. D'avance, le client prend une certaine quantité de crédit Azure. Okay? Et cette quantité-là est facturée. Peut-être qu'il peut facturer ça à $2000 par exemple. Et maintenant, chemin faisant, s'il a la possibilité d'implémenter une machine virtuelle, ce crédit-là va être décompté en fonction de l'utilisation des différents services. Si une session d'utilisation d'une machine virtuelle lui a coûté $5000 par exemple, les $5000 seront déduits de ce monetary commitment. Okay? La méthode CSP, qui est la méthode vraiment conseillée. Pourquoi? Parce que le CSP vous permet de pouvoir être accompagné par un partenaire Azure, okay, et un partenaire CSP à la fois. Parce qu'en ce moment-là, on passe une base de consommation mensuelle ou annuelle. Vous le consommez. Quand vous finissez de le consommer, vous êtes facturé. Okay? Vous êtes facturé et ça se gère au travers d'un partenaire que Microsoft auquel vous êtes rattaché et qui vous aide à pouvoir aussi bien la gestion du support, la gestion de l'achat, du renouvellement et éventuellement aussi des bonnes pratiques d'optimisation de vos consommations. Et puis le commit, la dernière partie, concerne ce qu'on va appeler des instances réservées et ce qu'on va appeler des Azure hybrides. Okay? C'est des nouvelles approches que Microsoft a mis en place pour les Azure instances réservées. Ça vous permet par exemple de programmer la consommation sur 1 ou 3 ans d'un service Azure. Et à 3 ans, le coût devient moindre. Et ce qu'on appelle Azure hybride ici, c'est les droits de mobilité que certaines licences Windows Server SQL vont vous donner pour pouvoir être utilisées dans Azure. Ces droits-là demandent absolument que ces licences-là doivent être ouvertes à une software assurance. Okay? On aura l'occasion d'en parler devant. Le modèle de consommation Azure. Azure a un modèle de consommation différent des autres produits que vous avez connus, peut-être dans le cadre, par exemple, de Windows 10 ou Office, par exemple. Okay? Office 2016 standard, qu'est-ce que vous faites? Vous procédez à l'achat, un poste, une licence. Office 365, vous faites un utilisateur, une licence. Azure a ses métriques de consommation de facturation assez différentes. Il y a des métriques qui fonctionnent par heure. Il y a des métriques qui fonctionnent par données, par data, et il y a des métriques qui fonctionnent par utilisateur.
Okay? Quand nous prenons les virtual machines, c'est des machines virtuelles qui tournent. Donc, on dimensionne la machine virtuelle en fonction de l'heure. C'est vrai que derrière, il y a la caractéristique de la machine virtuelle qu'on recherche, mais à la fin de l'histoire, ces caractéristiques vont tourner sur une unité de temps que vous allez définir. Donc, Microsoft va vous facturer l'unité de temps de fonctionnement. Quand c'est de backup, c'est plutôt sur les données. Le nombre la capacité de données, par exemple, à faire monter ou à récupérer en cas d'incident et tout ça. Ce n'est pas le temps. Et quand c'est des services comme Azure Active Directory, ce n'est pas utilisateur. Je vous rappelle que Azure Active Directory, vous le voyez déjà dans certains composants de Microsoft 365. Là, c'est rattaché à l'utilisateur. Donc, si on a 1000 utilisateurs, c'est 1000 licences que vous aurez à acheter, en fait. Donc, c'est un peu ça aussi les métriques de consommation. Ça vous permettra aussi à l'avenir de pouvoir avoir une idée afin de peut-être calibrer un peu vos besoins quand il s'agira de pouvoir aller sur des thématiques comme Azure. Est-ce qu'on va aller sur, quand on va sur la machine virtuelle, parce qu'on est conscient qu'on est en train de partir sur des machines qui vont tourner sur des unités de temps. Ou bien quand on va sur du stockage, est-ce qu'on est en train de considérer que c'est un tel volume de données qu'on est prêt à stocker? Voilà. Donc, c'est un peu ça au niveau des métriques concernant la consommation. Mais Azure sait tellement bien faire les choses que quand nous serons en train de voir certainement la partie démo au niveau du provisionnement d'une machine virtuelle, il y a une partie qui concerne la partie facturation et la partie consommation qui vous montre de façon très détaillée chaque unité de service Azure, sa consommation. Et donc, ça vous permet d'avoir une idée très claire des différents services qui sont en œuvre chez vous. Après que nous finissions la partie consommation, voilà comment se présente un compte Azure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en pareille circonstance, si vous créez un compte Azure, voilà ce qui se passe derrière, en fait. C'est-à-dire vous avez un tenant. Le tenant, c'est votre identifiant Azure que vous utilisez pour vous connecter. Ça peut être xyz@monentreprise.com. OK? Voilà, ça peut être ce tenant, par exemple. Dans ce tenant, il y a ce qu'on va appeler des souscriptions Azure. OK? Donc, un tenant peut avoir plusieurs souscriptions. Certaines entreprises, pour avoir une visibilité très claire de leurs dépenses Azure, par exemple, procèdent à un département par souscription. On peut dire la IT à la finance, et ainsi de suite. D'autres vont à procéder par une souscription par filiale. Ça dépend de l'approche que vous voulez. Ça permet aussi de pouvoir mieux calibrer les choses et avoir un rapport de consommation assez optimal pour savoir où on consomme le plus, où on consomme le moins et tout ça. Et chaque souscription comporte en son sein des différents produits que vous utilisez. Machine virtuelle, backup, données, site recovery, et ainsi de suite. Et maintenant, chaque produit, comme on l'avait vu dans le slide précédent, vient avec son métrique de consommation. Si c'est une machine virtuelle, il va tourner en heure. Si c'est un backup, il va tourner en capacité de mémoire. Si c'est un site recovery, il va tourner par instance. Si c'est un Azure stockage, il va tourner aussi par capacité. Et si c'est un Active Directory aussi, il va tourner par utilisateur. Donc, voilà une structure de compte. C'est comme ça se présente quand vous créez un compte et que vous provisionnez un service. Voilà tout ce qui se fait en arrière-plan. Qu'il est intéressant que vous maîtrisiez. Tout comme les autres produits, Microsoft, dans sa manière de faire consommer les produits, de faire adopter ces produits-là de façon facile, d'un rapport qualité-prix, aussi bien que, par exemple, quand vous prenez Office, les différences Office 365, dans les différents plans, il y a des produits qui figurent, il y a des produits qui ne figurent pas. C'est un peu aussi comme ça sur Azure. Azure a ce qu'on appelle des différents produits individuels, qui sont des produits que vous pouvez prendre suivant vos besoins, les besoins spécifiques auxquels vous voulez solutionner. Il y a des produits qui fonctionnent par plan. Les produits par plan, par exemple, quand tu nous dis que tu veux faire un disaster recovery, ça va sous-entendre aussi que quelque part, il faut quelque chose qui stocke et il faut quelque chose qui vient faire la reprise.
quand il y a un incident. Donc, c'est deux aspects. Et il y a des suites. Les suites, c'est OMS, quelque chose qui va venir, par exemple, vous aider à gérer comme le système Center fonctionnait dans un environnement normal, vos différentes solutions, ainsi de suite, la sécurité, les utilisateurs et bon nombre d'autres choses. Et donc, aussi bien, vous pouvez opter pour des plans, vous pouvez opter aussi pour des produits Azure. OK. Ça peut être aussi vu d'une certaine façon, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, peut, dans le cas des infrastructures, plateformes et software as a service que nous avons étudiés, pour quelqu'un qui veut faire de l'analyse de données, par exemple, un utilisateur A pourra, par exemple, en termes d'infrastructure, pourra considérer une machine virtuelle où il va faire tourner de SQL dessus, tandis que l'autre va aller dans plateforme où il va prendre SQL comme service déjà, ou un troisième en software as a service, par exemple, va considérer Power BI. C'est un peu comme ça aussi. Ça peut être aussi vu comme ça, comme les différents plans. Ça va dépendre, en fait, de quelle partie vous voulez infogérer et ou bien quel périmètre vous voulez couvrir aussi en termes de besoins. C'est ces deux réelles questions-là qu'on doit se poser quand on veut implémenter soit des plans, des suites ou des produits spécifiques Azure. On avait parlé de comment payer Azure. On avait parlé d'un quatrième point qui parlait de instances réservées et de Azure hybride. J'avais signifié que les instances réservées, c'est lorsque on décide de réserver une instance sur 1 ou 3 ans, ce qui donnait un coût significatif de réduction. Et j'avais aussi dit que Azure hybride, c'est lorsque on décide d'utiliser sa licence dans le cloud, sa licence Windows Server ou SQL avec software assurance dans le cloud, sur ces machines virtuelles qu'on va provisionner. Ici, ça vous donne une idée de pourcentage de réduction ou de gain économique qu'on gagne en faisant ça. Par exemple, quand on va sur une instance réservée de 1 an, on arrive à économiser jusqu'à 46% du montant qu'aurait coûté ce même service si on partait sur une base annuelle sans procéder à l'instance réservée. Et à 65% de réduction d'économie, en fait, si on part sur 3 ans. Autrement dit, je suis en train de vous dire que si, par exemple, notre machine virtuelle coûte $100 l'année, okay, la machine virtuelle va nous coûter $100, on aura une réduction, si on va en instance réservée de 1 an, jusqu'à $46 de réduction et jusqu'à $65 aussi de réduction sur 3 ans. Maintenant, quand on décide de faire de cette machine virtuelle-là, soit rattachée avec une instance Azure hybride, on va jusqu'à 66 voire 72% pour 1 an et 74 jusqu'à 82% pour 1 an. C'est vraiment intéressant pour des gens qui auront des contrats de type OVS, OV, avec software assurance, EA et autres. Ces genres de contrats déjà où ils ont des produits avec software assurance, s'ils veulent aller sur du Azure, c'est vraiment l'occasion rêvée pour vous de pouvoir faire des économies. OK? Et c'est des discussions, c'est des simulations qu'on sait très bien faire, aussi bien l'équipe technique que les équipes des opérations chez nous qui pourront vous accompagner tout au long de votre processus. Nous touchons maintenant au service qui va faire l'objet de notre future démo. C'est la machine virtuelle. La machine virtuelle, c'est ce que nous faisons au quotidien dans nos différentes PME. Déjà que Windows Server 2012, 2016 et 2019 en standard nous permettait de faire 2 machines virtuelles, c'est quelque chose que nous savons très bien faire au quotidien. Aussi bien qu'on sait le faire sur Windows Server, évidemment, on sait aussi le faire sur Azure. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Et par la suite, vous aurez une idée claire de son coût d'acquisition et la démonstration. Donc, la machine virtuelle, l'un de ses intérêts, vous virtualisez parce que vous voulez réduire les coûts d'infrastructure.
c'est l'une des raisons de vos virtualisations. Les coûts de gestion informatique, vous voulez ajuster, vous voulez avoir plusieurs instances qui travaillent indépendamment, vous voulez avoir de la puissance du travail et tout ça. Ce sont des raisons qui motivent les virtualisations au sein de vos entités. Vous voulez garder chaque unité organisationnelle de travail ou bien chaque ressource ou chaque charge de travail indépendante et de l'autre charge de travail, et ainsi de suite. Aussi bien que ce sont ces raisons-là qui vous poussent à la virtualisation. Il y a des valeurs business qui sont intéressantes pour vous, que vous devez considérer, qui a ce que vous avez la possibilité de mettre en œuvre très rapidement une machine virtuelle ou bien de mettre rapidement une application que vous avez peut-être développée. Vous pouvez rapidement la hoster sur une machine virtuelle. Vous pouvez rapidement mettre en œuvre un projet où la partie essentielle du projet concerne l'acquisition du matériel. On sait pouvoir aujourd'hui, avec Azure, réduire considérablement ce temps, se rendre rapidement opérationnel, ajuster aussi la taille de l'infrastructure en fonction des besoins. On sait pouvoir dire, aujourd'hui, de telle période à telle période, nous sommes au pic de notre activité. Donc, on sait rendre l'infrastructure très évolutive, augmenter la mémoire RAM de notre machine virtuelle, augmenter la capacité, la réduire 2 semaines après parce qu'on n'est plus au pic et notre activité est dite saisonnière. Donc, on sait pouvoir aussi gérer cet aspect-là et consommer uniquement ce dont on a besoin. OK? C'est sécurisé, hautement sécurisé, et ça pourra faire l'objet aussi d'une autre session de formation qu'on sait très bien faire, et je pense que en ce moment-là, certains aspects vont être pris en profondeur. Donc, alors que nous avons vu que les machines virtuelles ont pour intérêt de pouvoir réduire des coûts d'infrastructure, de pouvoir rendre rapidement évolutive notre business et de pouvoir être rapidement prêt pour pouvoir engager notre cœur de métier, nous allons voir réellement combien veut coûter cette machine virtuelle-là. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le référentiel que nous allons utiliser. Nous allons nous appuyer sur le calculateur Azure qui est présent sur le site azure.microsoft.com. C'est un site ouvert, c'est un site public. Vous pouvez déjà aller et toucher là pour voir à quoi va correspondre les différents services. Mais il serait vraiment idéal de vous faire accompagner par un partenaire parce que chaque service ne peut pas... C'est vrai qu'un service, comme on l'avait dit là, se vend uniquement, mais il y a certains services qui se vendent en plan. Il faut comprendre aussi quels sont les produits requis pour ces différents services-là avant aussi de pouvoir faire ce genre de simulation, pour ne pas avoir une simulation assez biaisée au moment de l'achat et puis vous êtes dans tous les différents problèmes. Donc, je vais aller sur mon écran, je vais partager mon navigateur, je vais venir sur Azure Pricing, qui est le calculateur Azure Pricing Calculator. Un instant. OK. Sur Azure Pricing Calculator, vous avez tous les différents prix des services. Et vous avez la flexibilité de choisir le service qui vous convient. Dans un premier temps, puisqu'il s'agit de machine virtuelle, nous allons sélectionner la machine virtuelle. OK. Je vais afficher. Il y a plusieurs services. Hein. Vous pouvez... ça fonctionne comme tous les sites en ligne de e-commerce où vous pouvez rajouter dans vos paniers autant de services que vous voudriez. OK? Et donc, quand je suis au niveau de la machine virtuelle, il y a des éléments de la machine virtuelle, tout comme un serveur que vous achetez, qui sont vraiment essentiels. Ici, pour Azure, il y a d'abord la région ou le data center à partir duquel vous voulez que vos services soient logés, qui est très important. OK? On prend le data center le plus proche possible. La simple raison que c'est vrai que la qualité de service est très bonne au niveau des Azure,
mais c'est quand même toujours intéressant de prendre le data center le plus proche. OK? Très souvent, nous, on travaille, bon, comme pour une petite démo, on va rester sur le WS-US. Le WS-US, sinon, on peut aussi considérer d'autres data centers. Et on va aller sur le système d'exploitation. Le système d'exploitation ici, c'est soit Linux ou Windows. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire tourner vos machines Linux ou Windows sur vos machines virtuelles. Donc, on va sélectionner simplement Windows. Ici, je dis dans le type que je veux faire du système d'exploitation uniquement. OK? Si je voulais peut-être ajouter en plus de cela de SQL, j'allais sélectionner la partie SQL. Le niveau, je prends un niveau standard. OK? Comprenez que après niveau et instance et machine virtuelle, chaque sélection qu'on vous ferez peut impacter le prix, le niveau de prix unitaire. Donc, je garde le standard. L'instance ici, je prends une instance D2 V3 que j'ai déjà sélectionnée ici. D2 V3. Une machine virtuelle de 50. Ici, là, la petite remarque que je fais, comparaison n'est pas raison parce que très souvent, quand vous travaillez avec vos serveurs physiques, vous utilisez des serveurs de 32 cœurs, de 64 cœurs, 40 cœurs et ainsi de suite. Vous le faites parce que c'est un objectif de pouvoir faire plusieurs virtualisations sur ces serveurs-là. Et très souvent, vous arrivez à vous trouver avec des serveurs qui ont peut-être 8 cœurs et autres. Et donc, l'idée ici, c'est que l'unité de votre machine virtuelle, les caractéristiques de l'unité de votre machine virtuelle, c'est ce qu'on va essayer de reproduire ici, pas tout le serveur. De façon à ce que c'est un service, par exemple, qui tournait sur ce Windows Server en termes de machine virtuelle, qu'on va évaluer son coût ici d'acquisition. OK? Et donc, on prend un serveur qui a 8 Go de RAM, OK? Stockage temporaire à 50 et tout ça. Il y a le nombre de machines virtuelles que nous désirons. On va garder une machine virtuelle. Ici, maintenant, il y a la disponibilité du service que nous souhaitons. 730 ici correspondent à 24 heures sur 24 pendant un mois. Ça va dépendre ici aussi de la nature du service qui serait hébergé sur cette machine virtuelle. Est-ce que c'est un service qui est hautement disponible 24 heures sur 24? Ou est-ce que c'est un service, quand on commence le service le matin, on l'active et il n'est pas assez utilisé tout le long de la journée, peut-être dans l'ordre de 4 heures de temps. OK? Donc là, on va essayer de faire 3 scénarios. On va considérer un scénario plein service, qui est un business assez critique. On va considérer un deuxième scénario où on travaille une journée de travail pleine. On suppose qu'on commence à 7 heures de travail, on finit à 10 heures et à 17 heures. Et quand nous finissons le boulot, on ferme les services. Et puis une autre où c'est un service qui intervient par moment à quelques temps de la journée, qui est autour de 2 heures de temps ou 2 heures et demie de temps, pour qu'on puisse apprécier plus ou moins les différents prix. Donc ici, si je choisis d'abord une machine qui me fait 2 heures et 2 heures et demie de temps par jour, je serai à 75 heures le mois. OK? Et quand je descends là, la partie que vous voyez où j'ai mon pointeur qui se faufile là, ça concerne la partie que nous avons vue dans le tableau quand nous étions en train de parler de instances réservées et Azure hybride. Ici, on nous dit que quand nous réservons pendant 1 an, vous remarquerez que le prix chute de moins 32%. Et quand nous le réservons sur 3 ans, le prix chute de moins 57%. Donc, ici, nous, on va prendre simplement l'utilisation. On va aussi venir dans la partie où j'ai parlé de Azure hybride. Quand nous venons nous-mêmes avec une licence que nous allons le mettre, quand nous allons prendre la licence déjà sur Azure, avec la machine virtuelle telle que je l'ai couchée là-haut, là-bas, la licence incluse, nous sommes à $15 l'heure.
Et quand nous venons avec nos propres licences, nous passons à 8 $ l'heure, presque 50%. OK. Donc, ici, on va descendre maintenant dans la partie des disques. Les disques, très souvent, on sait que dans vos environnements, vous travaillez les SSD. Donc, on va prendre une SSD standard. OK. Et je vais garder par défaut la taille de disque, l'écriture et tout ça. Donc, je garde ça par défaut, mais je prends 2 disques. Je suppose que c'est 2 disques qui tournent sur cette machine virtuelle. OK. Transaction par stockage, je le garde par défaut, sans unité, sans unité de transaction. Okay. C'est suffisant pour ça. Donc, ici, on se retrouve à 16. Et à la suite de ça, je fais un deuxième qui sera 4 fois plus, c'est-à-dire 10 heures dans la journée, de 7 heures à 17 heures, pour une application qui est essentielle, qui fonctionne pendant nos heures d'activité aussi. Là, ça sera 300. On va se retrouver à 63 $ l'heure. Le coût mensuel, pardon, 63 $ le coût mensuel, excusez-moi. Et puis, quand je vais décider de garder maintenant les 720, on va se retrouver à 151 $ US. Donc, ceci résumé dans ce fichier ici. Parce que quand on finit, on peut exporter le fichier. Si vous le regardez ici, vous voyez qu'à la fin, je peux l'exporter en fichier Excel. OK? On peut l'exporter en fichier Excel, on peut le sauvegarder et venir après le terminer et tout ça. Donc, quand je reprends mon fichier Excel ici, j'ai 2 heures. Voilà comment l'estimateur se présente avec les différentes caractéristiques que nous avons sélectionnées. 75 heures, un Windows Server qui tourne dessus, 2 disques d'exploitation, 100 unités de transaction. On a 16 $ le mois. Et on a 16 $ aussi, 16 $ et demi le mois. Ce sera multiplié par 12 si on veut aller sur une prévision annuelle. Okay? Et pour 10 heures, on se retrouve à 63 $ le mois. Si je m'amuse à vous aider au niveau de notre unité monétaire, qui est le CFA, vous allez débourser 38 000 francs CFA pour le mois. Concernant les 10 heures, ici vous débourserez vous débourserez 9 000 francs. Et ici, vous débourserez 90 000 francs quand c'est un service qui tourne à plein régime tout le mois, pour un service hautement critique. OK? Donc, cet exercice-là nous a permis de pouvoir faire une estimation de la consommation de la machine virtuelle. Cet exercice-là aussi est partie intégrante d'un exercice qu'on appelle coût total d'acquisition, que nous faisons aussi quand nous nous retrouvons en face d'une discussion où il faut considérer, pourquoi il faut considérer Azure par rapport à un serveur physique, avec la consommation d'électricité, avec la climatisation, avec les différents autres services annexes qui rentrent en ligne de compte pour la mise à niveau, mais la mise à disposition de ce Windows Server en local. C'est une étude aussi qu'on sait faire et puis à la fin, ça vous donne quel est le bénéfice qu'on gagne, sur combien de temps et tout ça. Donc déjà, cette simulation-là, ce calcul que nous avons fait là, vous montre aussi combien de fois les prix sont abordables quand il s'agit de pouvoir de mettre en œuvre une machine virtuelle. Okay. Donc, nous avons fini la partie calculateur concernant les machines virtuelles. La dernière partie de notre présentation va concerner la partie provisionner une machine virtuelle. Donc ici, nous voyons le coût que nécessite l'acquisition d'une machine virtuelle sur Azure
la prochaine étape, nous allons voir la rapidité avec laquelle nous mettons en œuvre une machine virtuelle. Et cette prochaine étape-là sera gérée par Jonathan, qui va prendre le cours de la présentation. Merci Alphonse pour cette présentation. Bonsoir encore à tous. Je suis Jonathan Kwo, administrateur des services Microsoft 365 et de Azure. Alors, pour cette partie, je vais partager mon écran, excusez-moi, 2 minutes, voilà. Ok, là, comment se connecter à Azure? Pour se connecter à Azure, vous avez besoin d'avoir un abonnement Azure. Il faudra avoir un abonnement Azure. Pour avoir un abonnement Azure, il faudrait que je souscrive soit à partir de ce portail. Mais nous, chez nous, nous avons déjà un abonnement. Donc, du coup, je vais passer directement à la connexion vers le portail Azure de notre entreprise. Je tape portal.azure.com. Je fais rentrer. Là, je me connecte avec mes identifiants. Voilà, je suis connecté au portail azure.com. Là, à partir d'ici, là, je peux créer mes machines virtuelles. Alors là, c'est la page d'accueil qui se présente là directement après la connexion. Là, sur le petit tableau, du moins là, tout en haut à gauche, j'ai mes différents menus. Là, j'ai mon tableau de bord, mon dashboard. Là, j'ai le dashboard de Azure avec toutes les métriques et les différentes VM installées qui me présentent rapidement les statistiques. Mais là, tout de suite, là, nous allons passer à la création de notre machine virtuelle. Alors, avant de créer une machine virtuelle, pour mieux organiser nos machines sur Azure, il faudrait commencer par créer déjà un groupe de ressources. Pour créer un groupe de ressources, il suffit de cliquer sur groupe de ressources. Je clique sur groupe de ressources. Alors là, je clique sur Add et je crée mon groupe de ressources. Voilà. Tout d'abord, il faudrait sélectionner la souscription à laquelle je veux rajouter mon groupe de ressources. Je sélectionne la souscription. Là, je crée mon groupe de ressources. J'appelle démo. Là, je fais ça, je donne mon groupe de ressources. Je sélectionne la région dans laquelle toutes mes ressources vont se loger. Alors, je vais sélectionner États-Unis, Central US, voilà. Et puis, je clique sur Create, Review and Create. Et là, il m'affiche ça. Voilà un petit récap de la création. C'est-à-dire là, j'ai ma souscription, j'ai mon nom du groupe de ressources créé. Là, démo 1, j'ai la région dans laquelle je l'ai logé. Alors, maintenant, on peut passer à la création de notre machine virtuelle. Alors, créer une machine virtuelle. Je reviens. Machine virtuelle. Machine virtuelle. Là, je clique sur créer une machine virtuelle. Par défaut, il sélectionne la souscription à laquelle je me suis connecté. Là, ça, c'est la première souscription. Je peux encore changer de souscription si possible, si besoin. Mais là, je vais sélectionner cette souscription. Le groupe de ressources, on a déjà créé un groupe de ressources, donc pas besoin de le créer à nouveau. Dans ce cas, je vais sélectionner là, groupe de ressources créé, démo, et puis je commence à nommer ma machine virtuelle. Alors, ma VM. Le nom que je vais donner à cette machine virtuelle, ça sera le nom de mon système. Donc, il faudra donner un nom vraiment qui correspond à votre système d'exploitation. Dans notre cas, on va créer juste un système appelé démo, juste démo serveur. Voilà. Là, je sélectionne la région. On a sélectionné tout à l'heure, du moins, notre groupe de ressources qu'on a créé au-dessus appartenait à la région de Central US. Donc, je vais sélectionner la région Central US. Availability option, c'est-à-dire quoi, me demande de spécifier si je voudrais que mon serveur soit redondant, du moins déployer un service de redondance. Je n'ai pas besoin de ça, donc je vais passer cette étape. Là, image, je sélectionne mon système d'exploitation, mon OS. Dans notre cas, nous allons prendre celui-ci, Windows Server R2, 2012 R2. Pas besoin, la size. Là, par défaut, il fait des propositions. Il vous donne des propositions de taille
de capacité de serveurs disponibles dans la région du Central US. Alors là, nous, on va prendre simplement ce serveur-ci. C'est juste un test. Voilà, je sélectionne le serveur. Là, je donne un nom d'administrateur. Alors, je peux donner n'importe quel nom. Donc, je préfère donner celui-ci. User Azure. Voilà, password. Je donne un password. Voilà, je vérifie mon password. Je sais que je ne me trompe pas. Oui, c'est bon. Voilà. J'ai vérifié mon password. Et là, par défaut, il sélectionne le port RDP pour vous permettre la connexion à votre machine virtuelle. Et comme vous voyez tous là, il a bien sélectionné, il a bien autorisé le port sélectionné. Là, là c'est bon. Voilà, je passe Next disque. Je sélectionne à partir de création de disque. Là, je vais sélectionner un disque, le type de disque en fonction de mes moyens, en fonction du budget. Je sélectionne mon disque. Là, je peux sélectionner standard SSD. Voilà. Si j'ai mon budget costaud, je peux prendre premium. Hein. Voilà, je prends standard SSD, encrypted type, pas besoin, je laisse par défaut. Et là, je passe à la création d'un disque attaché. Alors, j'attache un disque, je vais nommer ce disque. Je l'appelle comme ça. Source type, pas besoin de spécifier, je laisse la configuration par défaut. Voilà, et puis je fais OK. OK, j'ai mon disque créé. Je passe à prochaine configuration qui est la configuration du réseau. Réseau, je peux soit créer un réseau ou utiliser un réseau existant, mais là, je préfère créer un réseau. Donc là, par défaut, je vais utiliser le réseau démo VN1. Là, c'est une proposition par défaut avec une adresse IP. Voilà, j'ai l'adresse IP publique qui m'est proposée automatiquement. Et là, j'ai les configurations NIC qui sont aussi activées, du moins, il fait des propositions automatiques de configuration. Voilà, je clique sur Next. Manage. Manage, ça c'est diagnostic. Diagnostic, je sélectionne le bout de diagnostic. Il a fait on par défaut, il a fait off là par défaut. Je peux mettre à on, je peux mettre à off. Là, je vais mettre à on. Et là, il y a un compte de diagnostic. Démo diagnostic qui a été créé, donc il va loguer tous les diagnostics directement dans ce compte. Voilà, il y a les configurations aussi d'identité du serveur, c'est-à-dire vous pouvez soit décider de gérer les identités de connexion sur le serveur Azure, mais sinon on passe Next, Advanced. Advanced, ça c'est pour rajouter des scripts de création de machines virtuelles. Voilà, et des extensions au besoin. Là, pour notre démo, nous n'avons pas besoin. Tout ce qu'on peut sélectionner ici, là, c'est la génération de notre machine. Là, je fais génération 2. Je passe Next Step, les tags. Alors, les tags, je crée des tags si vraiment c'est nécessaire. Étant donné que j'ai organisé mes VM dans un groupe de ressources, je peux passer cette étape. Et là, je passe à l'étape Next. Voilà, et là, il crée automatiquement la VM. Il va passer à la phase de création. Voilà. Il affiche tout le récap de toutes nos configurations sélectionnées. Et là, voilà, c'est tout ce qu'il affiche. Et là, je clique sur Create pour qu'il crée. Alors, création, si je clique sur Create, il prend environ 3 à 5 minutes pour créer la machine virtuelle. Alors, moi, j'ai déjà fait cette étape-là. Donc, du coup, je vais passer directement vers l'étape qui suit. Okay. Après avoir créé la machine virtuelle, il vous fait un bref récapitulatif de toutes les actions qui ont été faites, de la création des différentes tâches sélectionnées. Et là, après, là, on retrouve notre machine virtuelle qui apparaît. Alors, du moins, si je clique sur machine virtuelle, je vais retrouver ma machine virtuelle là directement. Je sélectionne ma souscription.
Souscription, je valide et il m'affiche ma machine virtuelle. Je clique sur ma machine virtuelle. Voilà, là j'ai ma machine virtuelle qui s'affiche. Overview, le menu Overview, là, je vois toutes les descriptions sélectionnées dans ma machine virtuelle. Voilà, on a l'adresse IP publique qui nous a été proposée. On a notre virtual network. On a le nom de notre machine. Voilà, c'est le groupe de ressources. On a la région, on a l'état de notre serveur, on n'a pas configuré de tag. Bref, en fait, là, Overview, vous avez les détails exacts de tout ce que vous avez configuré lors de la création de la machine virtuelle. En dessous, là, on a Activity Log qui vous donne les logs des activités sur le serveur. Ça prend du temps à charger. En dessous, on a les accès IAM. Les accès IAM qui vous permettent d'assigner des rôles à d'autres utilisateurs ou déléguer des différents, du moins si vous voulez déléguer un autre administrateur, une personne qui va aussi contrôler se connecter sur votre machine virtuelle. Alors, vous cliquez juste sur Add, la personne aura les droits sur votre machine. Alors, en dessous, on a le bloc de configuration. Settings, où on a notre réseau, on a les connexions, on a les disques, on a la capacité, on a la sécurité, les extensions, les sports de templates, les configurations, la Revit Scaling. Bref, on a toutes les configurations possibles sur une machine virtuelle, une machine réelle. C'est-à-dire qu'on peut tout gérer là, mais en virtuel. OK, et le bloc d'opération, vous voyez là, on a ces différentes actions. On a l'auto-shutdown. L'auto-shutdown pour vous permettre de gérer le démarrage, du moins le temps de fonctionnement de votre machine virtuelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je veux que ma machine s'éteint tous les jours après le service, après que tous les employés soient partis, je dis, OK, bon, la machine va s'éteindre tous les jours à 19 h. Et là, je mets 19 h. Et elle s'éteindra tous les jours à 19 h et elle redémarrera le matin, le lendemain matin, aux ouvertures, du moins à 8 h, quoi. Et là, en dessous, vous avez les adresses, vous pouvez renseigner l'adresse email pour pouvoir renvoyer un mail de notification à la personne, à l'administrateur, pour qu'il reçoive au moins la notification lui disant que la machine va s'éteindre. En dessous, là, on a backup. Là, c'est dans le cas où vous avez sélectionné une configuration de backup. Sinon, vous n'êtes pas configuré, vous pouvez venir et créer une nouvelle configuration de backup. L'option la plus importante dans la partie monitoring, je dirais, c'est la partie métrique. Ouais, exact. Dans la partie métrique, vous avez les statistiques exactes de consommation de votre serveur. Donc, à partir d'ici, vous pouvez contrôler la consommation de votre serveur ou avec ces différentes options. Si là, vous pouvez sélectionner l'option qui vous arrange pour faire votre tri et les données, les résultats s'afficheront ici, là en dessous. En bas, en dessous, on a un bloc support et troubleshoot. Dans la partie troubleshooting vous avez la possibilité de réinitialiser votre mot de passe. Ici, là, mot de passe administrateur de la machine virtuelle. Vous avez la possibilité de redéployer la VM si vous n'avez plus accès à la VM. Vous pouvez gérer la petite partie maintenance aussi à partir d'ici. Pour ceux qui aiment bien lancer l'invite de commande, là vous avez le run commande ici là qui vous permet de lancer l'invite de commande en CLI. Voilà, ma machine n'est pas démarrée, c'est pourquoi ça ne me propose rien pour le moment, mais sinon vous avez la possibilité de lancer les commandes PowerShell et les CLI. Alors, OK. D'accord, OK. Là, c'était une brève présentation de la création de la machine virtuelle. Je vais de ce pas repasser la parole à Alphonse. Merci d'avoir suivi cette petite présentation rapide de création de Virtual Machine. Okay. Merci, Jonathan. Donc, cette présentation, nous avons parlé de licensing. Nous avons parlé des généralités sur le licensing Microsoft.
Nous avons dit que c'est un licensing qui tourne autour de 3 modes d'achat. Un achat sur une fois, un achat sur 3 fois ou de la location. Nous avons ensuite parlé des généralités sur Azure. Nous avons dit qu'Azure a trois familles en termes de possibilités que vous offre Azure. Il y a la plateforme comme service, il y a l'infrastructure comme service et la solution comme service. Ensuite, nous avons parlé aussi du licensing, comment on achète Azure. On a dit qu'il y a le Pay As You Go, il y a le CSP, il y a le Monetary Commitment qui consiste à stocker de l'argent en avance et à la suite voir comment pouvoir l'utiliser. Okay? Et puis, il y a une méthode aussi qui est très intéressante qui est les instances réservées et puis Azure hybride. Ça, c'était les 4 niveaux. Ensuite, on a parlé aussi des machines virtuelles, tout comme les machines virtuelles que vous arrivez à déployer sur Windows Server. Il y a la possibilité de pouvoir la faire aussi. Un des intérêts, c'est que la machine, elle ne coûte pas cher et elles peuvent se déployer très rapidement. Et c'est ce qui a donné libre cours à la démo sur le calculateur de Azure, la machine virtuelle, et aussi la démo sur le provisionnement d'une machine virtuelle dans un compte Azure avec Jonathan. Donc sur ce, je pense que je vais laisser la parole à Jean-Philippe, qui est le modérateur, et il pourra recueillir les différentes questions. Merci. Effectivement, merci bien pour cette présentation très détaillée, Alphonse, et très très complète. Effectivement, il y a il y a 2 aspects principaux effectivement qui sont à quoi sert Azure, mais aussi son coût qui est très important, ce qui fait qu'on a un peu dépassé le temps aujourd'hui. Merci de votre patience à tous. Si vous avez des questions, je vous invite à ouvrir votre micro et à les poser. Vous pouvez même lever la main grâce au bouton prévu à cet effet sur Teams. Je vous rappelle que je vous ai mis l'enquête de satisfaction sur le chat. Merci de prendre quelques minutes, c'est quelques questions, hein. On coche, c'est vraiment pas très, très contraignant. Et puis vous pouvez nous laisser nos recommandations et des commentaires, bien évidemment. Plus tôt, durant la conversation, au début, Alphonse nous a fait un petit reminder du licensing de Microsoft en général. Donc, je vous ai inclus également dans le chat. Je vous invite à remonter au-dessus la vidéo, le replay de notre webinaire qui était dédié au licensing Microsoft, comment ça fonctionne dans sa généralité, puis comment un peu essayer de maximiser ses coûts, que je vous invite à découvrir pour ceux qui l'avaient manqué. Je pense que c'est un webinaire très très intéressant et complémentaire à celui-ci. Et également, l'enquête de satisfaction, oui, le lien vers le site d'Azure dont faisait référence Alphonse tout à l'heure est également disponible sur le chat si vous voulez obtenir plus d'informations de la part de l'éditeur et puis accéder à ce fameux calculateur d'Azure et un peu, j'ai envie de dire, tester un peu et jouer un peu avec pour voir un peu quel coût représente. C'est une très bonne, un très bon point de Microsoft d'avoir mis ça pour ce produit qui reste quand même assez nouveau entre guillemets, même si on est quand même en plein dans l'ère du cloud computing, effectivement. Donc je vais m'arrêter et je vous invite à ouvrir vos micros. Merci de votre patience. Si vous avez des questions, c'est le moment, j'ai envie de dire. N'hésitez pas. Et au passage, d'ailleurs, si vous avez, je vous ai laissé nos emails si vous voulez des réunions, alors via Teams en ce moment, bien évidemment, sur ce sujet, parce que vous avez un besoin autour d'Azure, n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos emails. Effectivement, ceci est une présentation, c'est voilà, peut-être un contexte un peu plus approprié pour vous, avec des questions, avec des collaborateurs à vous, avec des directeurs qui même aussi voudraient peut-être intervenir. Voilà, mais si vous avez des questions par rapport à la présentation sur la première, la deuxième partie, ou peut-être même la démo, allez-y. Oui, Monsieur Atangana, vous avez levé la main, je crois.
D'accord. Il faut que je... Je vous invite à ouvrir votre micro, monsieur Atangana, pour prendre la parole. Allô? Oui, on vous entend. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Atangana, on vous écoute. Oui, la question que j'avais, enfin, après avoir suivi un peu le webinaire, parce que je veux dire que je ne savais pas très bien à quoi m'attendre. Donc, dans l'ensemble, toute la visibilité qu'on a eue, c'est dans l'ensemble des choses qu'on peut faire par soi-même. Donc, la question que j'allais poser, c'est qu'est-ce qu'on doit... Parce que moi, peut-être parce que j'ai déjà eu à faire les actions, que ce soit m'enregistrer sur Azure en perso, créer des machines virtuelles, voir un peu comment ça fonctionne. J'ai pas pu capter l'essence de la présentation en elle-même. Alors, il y avait deux parties dans cette présentation. C'était vraiment déjà de présenter un peu le service en lui-même. Qu'est-ce que peut faire Azure, à quoi ça sert, hein, tout simplement. La deuxième partie était sur le mode de fonctionnement d'Azure et sur la tarification. Grosso modo, c'est vrai que c'est moins pour vous, monsieur Atangana, parce que vous y êtes frotté, j'ai envie de dire. Le problème qu'on rencontre nos clients souvent avec Azure, c'est qu'effectivement, ok, on voit tout de suite qu'effectivement, en termes de économie de coûts, en termes de gain de temps et de complications et de charges de travail, c'est super. On peut monter des machines virtuelles rapidement, on peut faire du test and fail, en fait. Donc, c'est vrai que beaucoup de grandes entreprises, j'ai envie de dire, hein, mais aussi des PME avec des informaticiens qui ont un peu une charge de travail lourde, c'est vraiment voilà, on se soulage, hein, tout simplement. Une partie du travail est gérée par Microsoft pour faire simple, en fait, et les tâches un peu de gestion basique qui sont parfois très contraignantes, surtout quand on parle sur des services un peu dedans, comme le Exchange Online, l'intérêt est vraiment là, quoi. Par contre, c'est vraiment la deuxième partie de configuration de comment je fais comment je fais les coûts qui est un peu intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut comprendre que, un peu comme sur Office 365, il est bien plus intéressant de prendre Office 365 dans son ensemble ou de choisir un pack Azure avec déjà des services typiques et puis qui fonctionnent ensemble que de prendre des services à l'unité. Parce que c'est là qu'on rentre dans les problématiques de surcoût d'Azure qui deviennent une charge financière un peu trop lourde, en fait. Il faut comprendre aussi très vite qu'effectivement, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit on fait des machines virtuelles parce qu'on ne veut pas acheter un serveur qui va nous coûter une fortune, qui va arriver dans 6 mois et tout ça, mais ça reste quelque chose quand même qui va tourner, tout simplement. Donc du coup, c'est vrai que là, on est sur des dynamiques où il faut considérer le fait qu'il faut prendre des abonnements sur 1 an, 3 ans pour avoir des prix intéressants. Parce que si on fait des renouvellements tous les mois là-dessus, on est en train de financièrement gaspiller, entre guillemets, de l'argent pour rien. Par contre, effectivement, des fois, on veut faire du fun and test, en fait, donc on veut juste une machine virtuelle sur un OS qui n'est pas installé, et puis voilà, on ne va pas soit pirater, j'ai envie de dire, soit chercher les complications. On peut prendre une machine virtuelle pour un temps de cette période de test, j'ai envie de dire, et qui va être vraiment voilà, ciblé dans le temps, effectivement. Là, le cas est présent, quoi. Donc c'est vraiment sur ces parties-là qu'on voulait insister, j'ai envie de dire qu'effectivement, vous allez arriver dans l'interface, vous allez pouvoir faire plein de trucs, c'est génial. Par contre, on va vous poser des questions à un moment, un peu comme dans le calculator, et il faut vraiment être carré sur ce qu'on veut faire, parce que le prix peut passer du kit au double, comme on a vu, en fait. Et là, ça ne devient pas du tout intéressant. Et ça c'est vraiment dommage, parce que c'est des cas qu'on a rencontrés, où effectivement, une PME en fait avait voilà, la possibilité de faire, mais ils se sont fait dépasser par ces paramétrages de coûts tarifaires, en fait, et on a dû un peu les reprendre, de dire attention, pour ce que tu veux faire, il ne faut pas que tu prennes quelque chose où tu vas payer en consommation, parce que effectivement, tu es en train de payer cher pour rien, quoi. Donc c'est vraiment un peu le but de cet intérêt, et je crois que mon collègue Alphonse a un complément d'information aussi par réponse à ma réponse. D'accord. Merci Jean-Philippe. Monsieur Atangana, je voulais savoir quelque chose.
Oui. Le Azure que vous consommez, c'est dans quel mode de consommation vous êtes? Est-ce que c'est quelque chose où vous utilisez vos cartes bancaires? Est-ce que c'est un service via un partenaire et tout ça, dans un premier Non, temps? c'est sur ma carte bancaire. Et encore, c'est pas la. J'ai pas pris. Je veux dire que j'avais pris comment ils appellent ce mode? Ils ont un mode, en fait, pour vous permettre de découvrir ce que Azure peut faire, où on vous donne un forfait Ok, je vois. et on vous permet j'allais dire, de vous épandre un peu sur Azure, que ce soit le mode où vous payez à la consommation, que ce soit sur un mode où vous réservez une certaine quantité soit comment je vais dire, soit des VM, soit des, euh, des composants réseau, qu'importe en fait, selon ce que vous voulez faire. Et vous pouvez observer que ce soit le monitoring, que ce soit le niveau de consommation à la journée par rapport aux applications que vous y installez. Un ensemble de paramètres que vous pouvez voir. En fait, Ok. moi, quand je posais la question tout à l'heure, c'était pour dire, ne sachant pas exactement ce qu'il y avait comme contenu dans le webinaire, Ok, je, d'accord. je me disais peut-être que au niveau de, par exemple, de montrer comment on fait une configuration d'une VM, par exemple. Il y a Jonathan tout à l'heure qui parlait et je me suis arrêté moi particulièrement sur le mode de configuration IAM. Ah, ok, d'accord, je vois, je comprends. Et je me dis, est-ce que c'est pas des trucs, enfin, je me dis, est-ce que c'est pas des trucs qu'on montrer la possibilité, par exemple, que moi qui suis dans mon entreprise, où on a déjà des systèmes en interne Ok, et qu'on voudrait peut-être s'étendre sur le cloud, montrer la possibilité que j'ai mon système IAM et je peux me relier au cloud à travers tel ou tel autre composant qui me permet d'interfacer mon infrastructure interne, en fait, le modèle hybride, quoi. Pour moi, c'est ça ok, qui était plus intéressant. ok, d'accord. Je vous apporte des éléments de réponse. Ok, dans ce que vous avez dit déjà, je sélectionne 2 points. Je fais ressortir 2 points. Le premier point déjà concerne le fait que, en utilisant votre carte magnétique pour pouvoir souscrire un service gratuit, vous êtes systématiquement dans ce qu'on va appeler le pay-as-you-go. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Ce qui va se passer, c'est que la période d'utilisation des $200 gratuits qu'ils vous donnent, quand cette période-là va arriver, ce qui va se passer, vous allez commencer à être facturé sur la carte. C'est ce qu'on appelle le pay-as-you-go. Maintenant, l'intérêt de ce que j'ai fait quand je suis parti de la généralité jusqu'à Azure Licensing, c'était de montrer que c'est ce que bon nombre d'entreprises font, hein. Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. On se met à un test Azure avec une carte et puis après, souvent c'est la carte de l'entreprise, on n'arrive plus à maîtriser les coûts et tout ça. C'était de vous montrer qu'il y a la possibilité de quitter ce mode de facturation-là pour venir vers un mode de facturation plus bénéfique pour vous et votre entreprise. C'est faisable, ça c'était le premier cas. Maintenant, le second cas qui concerne le point euh, que Jonathan avait engagé concernant le provisionnement de la machine virtuelle, j'ai dit d'entrée de jeu dans le séminaire que nous venons d'ouvrir une série de sessions sur Azure. Il y aura d'autres sessions, peut-être un peu plus techniques ou qui vont expliquer d'autres avantages, comme vous le voulez bien, comment étendre son infrastructure, certains aspects de son infrastructure sur le cloud. C'est des trucs qui seront abordés. OK? Ici, déjà, dans un premier temps, il fallait circonscrire ce webinaire-là au licensing et déjà, comment acheter moins cher. Une fois qu'on le connaît, et une fois qu'on connaît le service de base, déjà qu'on peut prendre moins cher et tout ça, on peut maintenant aller sur des architectures un peu plus évolutives ou même plus complexes. OK? Donc, je pense que dans la démo, la démo de Jonathan devait montrer euh, la facilité de pouvoir provisionner une machine virtuelle, OK, dans un temps relativement court, hein, et puis Mhm. la mise à disposition. Donc, et c'est ce qu'on voulait montrer en fait dans cette démo-là. Après, Mhm. maintenant, quand il vient pour les services de configuration avancés, coupler ça avec ton infrastructure sur site, c'est des trucs qui pourraient peut-être faire l'objet d'une discussion, si vous le voulez bien, avec l'équipe technique. C'est des trucs, c'est des sujets qui sont très à l'aise dessus, qui pourront prendre avec vous après pour mieux vous expliquer en fait.
D'accord. Ok, Merci. ok, merci. Merci, M. Tangana. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Parce que c'est vrai qu'il est 17h30. On essaye de finir un peu plus tôt. Il y a Monsieur Connet. Je vous invite à prendre la parole, à ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Connet. Merci, Monsieur le modérateur. Merci à tous les présentateurs. Je me suis inscrit à ce webinaire parce que Azure, ça ne me disait pas grand-chose. Et donc, en y allant, c'était par curiosité. Je me rends compte, après ces différentes présentations, contrairement à d'autres qui s'y étaient déjà bien frottés, je n'avais jamais eu d'expérience Azure. Et je comprends bien aujourd'hui que ce mode, en tout cas ce service est une sorte de service de location et fini les infrastructures lourdes locales. Et donc on peut obtenir toutes sortes de services informatiques aujourd'hui, carrément une salle serveur en location sur le net en quelque sorte. Plus qu'une salle serveur seulement, mais aussi un centre, des data centers, une sorte de solution à tout. En tout cas, j'ai été émerveillé. Si je suis dans l'erreur, vous pouvez me corriger. Je pense que c'est une très bonne chose. Même ces services, malgré leur utilité, ici, dans notre contexte, ont des limites. Et cela a été un peu, par exemple, l'utilisation de SharePoint et de OneDrive dans Office 365 pour beaucoup d'entreprises ou pour beaucoup d'utilisateurs, comme moi-même y compris. La limite, c'est un peu la stabilité de nos connexions, les temps de réponse et autres. Opter vers un service de type Azure, c'est aller vers carrément un service de location de salles informatiques ou de salles de serveurs, si on peut dire. Et si jamais vous avez des soucis de connexion Internet, ça pose un gros souci. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect dans la publicité de ce service Azure? Merci. Alors, Ok. Alphonse, Ok. bah, c'est Ok. le. Ah, tiens, il y a Gaston qui est là parce que j'aurais bien aimé. Effectivement. Gaston va prendre la main dessus, effectivement, parce que la question, elle Ouais. est un peu technique. Elle est un peu technique, mais elle est très, très intéressante. Et Mhm. d'abord, je vous remercie pour cette réponse qui nous fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est vraiment le but de ces webinaires, de faire découvrir à nos clients ou à nos prospects, j'ai envie de dire, les possibilités qui s'offrent aujourd'hui. Je n'en dis pas plus, je te laisse intervenir, Gaston. Ok, allô, oui, merci Jean-Philippe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, Très bien. Monsieur Connet, effectivement, dans la suite d'abord de ce que, par rapport à votre premier constat, effectivement, nous essayons de lancer une série de webinaires sur Azure. Et comme on sait que les niveaux d'appropriation de l'outil peuvent être différents en fonction de notre auditoire, et c'est vraiment la découverte. Je pense que c'est toujours bien de commencer par la découverte pour que même ceux qui ne se sont pas frottés à ce type de technologie puissent comprendre en fait ce que c'est. Voilà. Et voilà, ça c'est une chose. L'autre chose que je vais dire pour revenir à votre question, c'est qu'effectivement, dans notre environnement, la connexion Internet, n'est-ce pas, on fait tous le constat que c'est un frein à l'adoption de ces nouvelles technologies. Mais déjà, il faut savoir que, par exemple, sur Azure, c'est un service qui a d'abord été pensé pour marcher avec Internet. D'accord? C'est un service qui a été pensé pour marcher avec Internet et ça, c'est normal parce que tel qu'il a été pensé, ça permettait au plus grand nombre de profiter de cette technologie. Ça, c'est une chose. Maintenant, Microsoft a pensé à mettre la possibilité d'avoir les technologies Azure
même dans votre data center. Bon, ça s'appelle Azure Stack. Donc, ça existe. C'est une espèce de rack ou de matériel qu'on vient mettre dans vos locaux, n'est-ce pas, et qui, n'est-ce pas, vous fait profiter de toute cette technologie. Par exemple, ce provisioning de machines que Jonathan a montré là, mais cette machine est dans votre environnement. Et le truc derrière, c'est que c'est le coût. Voilà, donc le coût est vraiment énorme, n'est-ce pas? Et ça vous fait, ça fait que, en termes, parce que, et là je parle du CAPEX, c'est-à-dire du coût d'investissement pour acquérir cette machine. Parce que vous avez vu dans le modèle Azure, c'est plutôt les coûts d'opération qui sont importants, enfin, qui intéressent, parce qu'on n'a plus besoin de mettre de l'argent de côté pour avoir un serveur. Vous pouvez avoir un serveur, même avec $100, et commencer à approvisionner votre service. Donc ça, c'est une chose. Mais si on veut maintenant élargir le sujet, il faut dire qu'en Afrique ici, on sait que la connexion va aller plus en s'améliorant. Ça, c'est clair. La connexion va aller en s'améliorant, mais ce que la crise actuelle, la pandémie actuelle nous a appris, hein, c'est que le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer, ce sera un monde d'abord qui sera remote, ça c'est clair, et que on est obligé de comprendre ces technologies, de se les approprier pour pouvoir continuer à travailler. Nous, on a des clients qui n'ont compris l'intérêt du cloud qu'avec cette crise. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans un pays d'Afrique centrale, là. C'est un client ils avaient des serveurs Exchange, exactement comme le client classique qui a son AD, son Exchange au bureau, ainsi de suite. Et dans un pays où il y a pas mal de problèmes d'électricité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la pandémie, le pays est entré en confinement. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience du confinement total, c'est-à-dire qu'on ne voit voir personne en route et vous n'avez que quelques jours pour aller vous ravitailler. Et il se trouvait que comme les gens n'allaient pas au bureau, le service, par exemple, de messagerie était tout le temps indisponible. Il était tout le temps indisponible. Et aujourd'hui, ce client-là, pourtant le service Internet n'est pas fameux dans cet environnement, mais il trouve que lui-même est arrivé à la conclusion que mettre son service dans le cloud pouvait, n'est-ce pas, améliorer à la fois l'expérience de ses clients et la disponibilité du service. Parce que l'Internet était justement l'une des choses qui, pendant la pandémie, a permis aux entreprises de continuer à travailler. Donc, c'est une ressource qui va aller en s'améliorant. C'est exactement comme l'énergie. On dit que beaucoup de pays africains ont des problèmes énergétiques, mais on arrive quand même à se débrouiller. Donc, l'Internet ne sera pas la plus grande contrainte. Ce qui sera la plus grande contrainte, c'est les menaces, comme les nouvelles menaces pandémie, ainsi de suite, et les nouveaux modes de travail, parce que la pandémie a fait qu'on dit qu'on ne doit plus se retrouver, on doit travailler à distance, ainsi de suite. Mais comment on fait ça si on n'a pas ce genre d'infrastructure? Donc, c'est une réflexion. Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui ne veulent pas, qui ont des difficultés à trouver, par exemple, sur la couche Azure, hein, peut-être pas sur les couches de productivité comme Office 365, il y a un service que vous pouvez mettre effectivement dans votre data center, mais il faut que vous alliez avec le coût qui va derrière. Si vous êtes absolument, si vous voulez absolument la technologie dans vos bureaux. Mais, comme on dit, l'Internet, ça va aller en s'améliorant. Et aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas la plus grosse contrainte. On a bien vu comment les entreprises se sont déversées sur les applications, par exemple, de visioconférence et d'audioconférence, en éludant même des questions liées à la sécurité et tout, hein, parce qu'il fallait que les gens travaillent. Donc, c'est exactement comme ça. C'est vrai que c'est une contrainte quand ça ne marche pas bien, mais quand ça marche, ça marche. Voilà. C'est ce que je pouvais dire sur le sujet. Merci bien, Gaston. Merci bien, c'est noté. Ok, monsieur Koné. C'est vraiment une très bonne. C'est la grande question, effectivement,
que souvent qui revient lors de nos webinars, puisqu'il y en a eu souvent sur Office 365. Et effectivement, on ne la met pas systématiquement sur la table. Mais voilà, vous gagnez d'un côté, il y a des exigences de l'autre, effectivement. Je pense qu'on peut, on peut dire ça on peut dire ça comme ça, quoi. On gagne d'un côté et effectivement, on a plus d'exigences de l'autre. Il faut savoir où se situer, j'ai envie de dire, effectivement. Merci bien. D'autres questions peut-être, avant de conclure, parce que je vois qu'il est 17h40. Je vous remercie vraiment d'être si disponible à ces heures, enfin 17h40 au Cameroun, j'ai envie de dire. Peut-être une dernière question avant de conclure. Voilà. Je vous invite encore une fois d'ailleurs à répondre à notre enquête de satisfaction. Monsieur Atangana, comme je vous mettais dans le chat, ça serait très bien votre retour en tant que personne qui utilise au jour le jour, j'ai envie de dire Azure, ou qui a une expérience avec Azure, pour les prochains webinaires sur Azure, sur les choses qui vous intéressent à voir pour la phase 2, j'ai envie de dire. Ah. Eh bien, alors, je vois qu'on a une main levée. Oula, même deux. Alors, je ne sais pas qui a levé la main le premier, je m'excuse. Monsieur Rostand, allez. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, j'aimerais remercier la présentation, elle a été intéressante. Je n'ai pas réellement une question, mais beaucoup plus une demande. Étant donné que c'est le début d'une suite de webinaires sur Azure, est-ce que prochainement on pourra avoir une démo pour l'hébergement d'un site web? Ça serait intéressant. Parce qu'on on a un projet d'héberger un site web, donc actuellement à Sonatrel, et ça serait intéressant de voir comment ça se passe en fait. Donc, merci. Je vous en prie, vous pouvez même nous envoyer un email pour ça, pour une présentation via Teams, que pour vous, j'ai envie de dire. Là-dessus, c'est pas un problème. Non, n'hésitez pas sur info, je vous ai mis l'email. Hein, ok, super. On est là. Merci. D'accord. Et il y avait... Super. J'en profite parce que Monsieur Kongwe Jean-Philippe, oui, Gaston. Il faut aussi préciser que pour des demandes qui sont très spécifiques, on peut même faire aussi la démo pour un client, je veux dire en one-to-one. Hein. On ne peut pas forcément dans le cadre du webinaire. Si le sujet est très spécifique, bien sûr. Oui, c'est ce que j'ai dit. Juste préciser ça. Ok, merci Gaston, merci, ok. Compris. Non, parce que j'ai bien vu quel client c'était, donc vous n'hésitez pas, surtout. Non, vraiment, oui. Alors, peut-être pas sur site, hein, peut-être sur Teams, hein, à l'heure actuelle, bien évidemment, mais oui, n'hésitez vraiment pas, hein, Monsieur Memanga, c'est vraiment pas un problème. D'accord. Alors, Monsieur Kangwe avait une question également. Allô? Oui, Allô? Monsieur Kangwe, allez-y, on vous entend. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kangwe, dites-nous. D'accord, déjà, merci pour la présentation, elle a été très détaillée. Donc, je vais en fait revenir sur la préoccupation de M. Koné tout à l'heure concernant les contraintes de connexion Internet. Donc, voilà, je vais juste prendre l'exemple d'une entreprise ou un service, ce qu'on appelle la haute disponibilité. Je parlais peut-être des 5-9, un service sur lequel on ne peut pas tolérer, je vais dire, la moindre minute d'inactivité, ce qu'on se comprend. Ça veut dire que la moindre minute d'inactivité peut être très cruciale pour l'entreprise. Donc, je me place dans ce cas de figure-là. Donc, le plus souvent, on va peut-être se pencher vers des solutions de redondance, c'est-à-dire avoir un fournisseur d'accès secondaire pour avoir une connexion Internet de quasi continue au cours de l'année. Mais à côté de ça, notre contexte actuel, il ne faudrait pas qu'on l'oublie aussi. On entend très souvent des ruptures de la fibre optique et puis en ce moment-là, il y a quelques clients privilégiés qui, par exemple, utilisent les VSAT par là, les banques par exemple. Mais n'oublions pas que là, ça représente aussi un coût. Maintenant, ma préoccupation est la suivante. Partant du fait que dans toute cette infrastructure, on essaie sûrement
une certaine rentabilité, on voit beaucoup plus aussi le côté financier. Est-ce que le fait de souscrire à ce type de connexion Internet avec une redondance quasi à 100% au bout de l'année, est-ce que lorsqu'au final on essaie de faire le ratio entre les solutions on-premise, pardon, le téléphone lève. Voilà, excusez-moi. Donc, je suis en train de dire que, est-ce qu'au finish, lorsqu'on essaie de faire le ratio, on fait le rapprochement entre le coût des solutions Azure et le coût de la connexion Internet qui va avec la redondance et le coût d'une solution on-premise, on ne se retrouve pas quelque part niveau dépenses en train de dépenser un peu plus pour avoir une connexion Internet assez stable et continue dans le temps. En fait, c'est de façon générale ça ma préoccupation. Ok. Gaston, tu peux prendre cette préoccupation. Allô? Oui, oui. Oui. Excusez-moi, j'ai pas qui parlait? Je n'ai pas retenu le nom, pardon. Monsieur Kangwe Gaston. Monsieur? Kangwe. Ah, monsieur Kangwe. Oui. J'avoue que je n'ai pas bien suivi la dernière. J'ai commencé à suivre, mais la dernière partie de ce que je n'ai pas. Oui. Monsieur Kangwe, vous pouvez répéter un peu la question, s'il vous plaît? Petit sujet appel. Alors, c'était sur le fait, est-ce que le coût que va finalement, on parle beaucoup du coût d'acheter un serveur, bon, pas faire venir le matériel, mais c'est un peu ce cas de figure. Si j'ai bien compris, c'est que, est-ce que finalement, si on part dans une dynamique, on veut être online, et donc du coup, va falloir un coût pour avoir un Internet dédié, vraiment puissant à même de supporter cette charge-là, et j'ai envie de dire peut-être une étude aussi derrière du réseau, j'ai envie de dire. Est-ce que finalement, c'est si intéressant financièrement le cloud si on doit investir autant? Oui, okay. Allez-y, monsieur Kangwe, si vous voulez compléter la question. En fait, je partais tout simplement du fait où on veut quasiment limiter les indisponibilités, les interruptions de service. C'est-à-dire pour un service qui est censé tourner 24 sur 24 au bout du mois, disons au bout de l'année, qu'on se comprend. Dans ce sens que la question était orientée en fait. Donc, on peut tolérer la moindre interruption de service. Oui, c'est clair que, oui, allô? Oui, allô, monsieur Kangwe, vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez? On vous entend bien, hein, tous les deux, j'ai envie de dire. Ah, d'accord, ok. Non, je voulais, ce qui est sûr, je voulais dire à monsieur Kangwe, c'est que quand on va vers ce type de service, effectivement, comme c'est un service en ligne, on va essayer de charger au niveau de la connexion Internet, ça c'est clair. On va peut-être mettre des dispositifs de redondance et qui vont représenter un certain coût. Mais les études qu'il y a actuellement montrent que ce coût-là, même ce coût-là additionnel, n'est pas équivalent au coût de mettre tout le service, c'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire de mettre tout le service on-premise. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs qui vous donnent un lien en fibre et qui vous donnent un backup, je ne sais pas, en VSAT ou des trucs comme ça. Voilà, vous avez les opérateurs Internet travaillent vraiment beaucoup plus dans ce sens pour assurer la redondance, n'est-ce pas, du lien Internet. Bon, maintenant, quand vous avez un service, si je prends par exemple un service comme la messagerie, si vous voulez par exemple mettre en place une messagerie Exchange, pour prendre un cas simple, vous avez d'abord à mettre 2 serveurs Active Directory. Vous avez le coût des serveurs, vous avez le coût des licences, et ainsi de suite. Ensuite, ça c'est 2 serveurs parce que vous voulez faire de la haute disponibilité. Ensuite, vous allez mettre des serveurs Exchange. Et si vous voulez faire de la haute disponibilité d'Exchange, vous allez en avoir au moins 2 pour pouvoir faire ce que Exchange appelle un DAT.
Voilà. Après, vous avez les coûts de licence. Après, vous avez les coûts de ce que Microsoft appelle les CAL, les licences d'accès client, ainsi de suite. Après, vous avez le coût de projet qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, notre expérience d'intégrateur nous montre que pour quelqu'un qui va de from scratch, le coût pour avoir un service de messagerie fonctionnel, en général, on est autour de 6 semaines minimum. 6 semaines. Et là, c'est quand ça marche bien, hein, parce qu'il y a des gens qui font 6 mois à 12 mois dans ce projet-là. Voilà. Et ça finit par marcher à la fin. Alors que M. Kona a parlé tout à l'heure, par exemple, du service Office 365. Ça, c'est un service. Vous le mettez en ligne en quoi? Je dirais en 1 heure. Vous avez votre service provisionné et vous pouvez vous concentrer dans votre business. Votre business, ce n'est pas de faire de la messagerie. C'est d'utiliser peut-être la messagerie pour envoyer des lettres, des bons de commande ou des factures. Voilà. Donc, c'est ces choses qu'il faut mettre en évidence et voir où est-ce que le coût est vraiment, où sont vraiment les vrais coûts de ce type d'infrastructure. Je pense que si on regarde ça comme ça, le coût supplémentaire qu'on va mettre pour avoir une redondance du service Internet sera toujours, n'est-ce pas, on va dire, moindre que le coût d'avoir tous ces composants, n'est-ce pas, sur le... Et là, quand j'ai parlé des composants, je n'ai même pas parlé des composants qui sont liés, je n'ai pas parlé du coût de l'énergie pour faire tourner ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je parle et la maintenance après coup. Et il y a aussi la maintenance après voilà, coup qu'il faut vraiment rentrer en compte. Hein. La charge de travail, c'est le jour et la nuit, par contre. Hein. Donc, vous passez d'une équipe à une personne, hein, pratiquement. Hein. Donc, c'est pas négligeable, quoi. Voilà. Donc, vraiment, aujourd'hui, moi, ce que je conseille à un client, c'est que aujourd'hui, vraiment, pour déployer les services, il faut vraiment regarder avec attention tout ce qui est service en ligne, ce que ça peut apporter à l'infrastructure. Je pense que les bénéfices sont énormes par rapport au coût qu'on peut mettre pour profiter de ces bénéfices immédiatement. C'est ça aussi, pour avoir de la valeur très rapidement par rapport à l'investissement. Il y a des gens qui veulent mettre en place une messagerie Exchange, ils achètent des serveurs, le serveur fait 3 mois pour arriver. Voilà. Et puis, le temps de l'installation, on est à 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc, on est toujours dans un temps projet, mais on n'a pas encore de valeur. Voilà. Alors que dans ce type de service, on met de l'argent et on a la valeur tout de suite, presque immédiatement. Donc, je ne sais pas si M. Kangwe m'a compris. Oui, effectivement. Là, c'est assez clair et puis... OK. Il y avait encore une question, Jean-Philippe, une dernière question peut-être? Non, je pense qu'on est bon. Oui. On est bon, OK. Non, on est très en retard, mais je pense qu'on est bon au niveau des questions. C'est intéressant. Oui, effectivement, si on commence à parler de la connexion du réseau, on peut... Même moi, j'ai des choses à dire, j'ai envie de dire. Donc, je vous remercie. Je remercie à tous d'avoir été si fidèles, j'ai envie de dire, jusqu'à cette heure tardive. Je vous invite encore une dernière fois à remplir notre enquête de satisfaction. Je vous avais également le lien de notre chaîne YouTube si vous voulez visionner les précédents webinaires dans le chat. J'ai mis celui des licences qui était celui qui venait plus au sujet aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais vous en avez d'autres sur Teams, sur Power BI. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à ces derniers webinaires, c'est l'opportunité de profiter du replay. J'en profite également pour nous excuser parce qu'on n'a pas eu de webinaire là. J'aurais dû commencer par ça dès le début, les 2 dernières semaines. Voilà, on a été beaucoup de missions à droite à gauche, un peu bousculées, mais on a fait une petite pause, mais le rythme revient. Quand même, c'est une petite préparation, le webinaire. Il faut s'assurer que tout le monde est vraiment disponible pour prendre à bras le corps le sujet et le présenter de la manière dont a fait Alphonse plus tôt.
Et j'espère que vous avez tous reçu la raison pour laquelle j'étais très occupé ces 2 dernières semaines, c'est-à-dire notre catalogue de formation Microsoft 365, notre programme interentreprise de formation qui aura lieu sur les mois d'août et septembre dans tous nos bureaux, et ainsi que notre tout nouveau site dédié à la formation, dans lequel vous pourrez consulter directement nos modules de formation et puis demander un devis ou des offres. Donc, je vous invite à reconsulter cet email pour ceux qui ne l'ont pas eu. J'espère que vous l'avez tous eu, en tout cas, reçu cet email. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinar. Vous recevrez des invitations au plus tard 48 heures avant. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Merci à tous et au revoir. Bonne fin de journée. Bonne journée. Allez, ciao.